Vous faites de la randonnée, mais vous n'êtes pas seul. Quelque chose vous observe déjà. Ici, dans la vaste et sauvage nature américaine, vous n'êtes jamais vraiment seul. C'est un sentiment primal, un sixième sens qui vous dit que vous êtes entré dans un monde où vous n'êtes pas au sommet de la chaîne alimentaire. Les rencontres les plus mortelles ne proviennent souvent pas d'un rugissement, mais d'un murmure, des créatures qui ont maîtrisé l'art de l'invisible. Quand vous pensez aux animaux les plus mortels d'Amérique, votre esprit saute probablement aux concurrents évidents. Mais les vrais maîtres de la discrétion sont souvent ceux que vous ne voyez jamais venir. Nous allons regarder au-delà des menaces évidentes et éclairer les ombres, révélant les tueurs furtifs les plus redoutables du continent. Comprendre cela est la première étape et la plus cruciale pour la survie. Imaginez une créature sculptée dans la roche et l'ombre, si insaisissable qu'elle peut se trouver à quelques mètres, indétectée. C'est le monde du puma, le puma concolore. Connu sous le nom de cougar, puma ou chat sauvage, c'est le fantôme de la nature sauvage américaine. La présence de ce puissant prédateur se fait sentir par sa profonde absence. Il se déplace avec une grâce fluide, une ondulation de muscles qui parcourt le terrain. Le puma est l'incarnation du chasseur solitaire, un maître de la patience et du camouflage. Son pelage lui permet de se fondre dans l'environnement. Il peut rester immobile pendant des heures, ses yeux dorés fixés sur son objectif. Chaque instant d'immobilité est un moment passé à recueillir des informations. La stratégie de chasse de ce félin est une leçon magistrale de précision tactique. Il utilise la terre comme son complice. Il traquera sa proie sur des kilomètres, une ombre silencieuse. La clé est de réduire la distance sans être détecté. Il apprend les habitudes de l'animal. C'est un assassinat soigneusement planifié. Ses capacités physiques sont redoutables. Un puma adulte est une bête de puissance aux muscles tendus, capable de sauter 12 mètres horizontalement. Il possède une force immense et une mâchoire conçue pour une morsure décisive. L'attaque est une explosion de vitesse et de puissance. De l'immobilité à l'action mortelle en un clin d'œil, cela en fait l'un des prédateurs les plus redoutés d'Amérique. La chasse du puma est une symphonie de perfection prédatrice. Après des heures de traque patiente, le félin est comme un ressort tendu. Sa cible peut être un cerf ou un wapiti est complètement inconsciente, broutant paisiblement. Tout l'être du puma est concentré sur ce seul instant. C'est l'ouverture. Le puma jaillit de sa cachette en un éclair. Toute l'embuscade est conçue pour être terminée en quelques secondes. La frappe elle-même est un témoignage d'une efficacité brutale. Le puma saute souvent sur le dos de sa proie. Le puma assène une morsure puissante à l'arrière du cou, minimisant la lutte et le risque de blessure pour le prédateur. C'est une technique à la fois incroyablement violente et remarquablement efficace. Le fantôme a réclamé son dû. Nae. À mesure que le développement humain s'étend, les rencontres avec les pumas deviennent plus fréquentes. Ces félins nous évitent généralement, disparaissant silencieusement. Cependant, les jeunes lions, ou ceux blessés, peuvent voir les humains comme des proies plus faciles. Si vous êtes traqué, ne courez pas. Tenez bon, paraissez grand, criez et maintenez un contact visuel. Utilisez n'importe quoi comme arme. Reculez lentement, sans jamais tourner le dos. Le désert américain, beauté austère, danger caché. Le crotal, icône de l'Ouest, est un maître du camouflage. Ses écailles reflètent la terre, lui permettant de disparaître. Ce camouflage est un avantage mortel pour ce prédateur qui chasse à l'affût. Il attend, immobile, pendant des jours. Des fossettes thermosensibles lui permettent de voir l'infrarouge. Il a une image thermique tridimensionnelle de son environnement. Il scanne son environnement de tout son être, transformant une parcelle de désert vide en une zone de mise à mort surveillée. Le son caractéristique du serpent à sonnette est un avertissement glaçant. La sonnette elle-même est un miracle de l'évolution. C'est un système d'alarme sophistiqué, un dernier recours. Si l'avertissement est ignoré, la frappe est rapide comme l'éclair. De sa position enroulée, il peut se projeter en une fraction de seconde. Sa gueule s'ouvre largement, permettant au croc de se balancer vers l'avant. Ses crocs sont comme des aiguilles hypodermiques conçues pour l'injection de venin. Les muscles se contractent,
forçant les toxines à travers les crocs. L'événement entier est terminé en un clin d'œil. Les dégâts sont déjà faits. Le venin du serpent à sonnette n'est pas un simple poison. C'est une arme biologique hautement complexe et destructrice, un cocktail d'enzymes et de protéines conçu pour faire deux choses: immobiliser la proie et commencer le processus de digestion de l'intérieur. Dès qu'il pénètre dans la circulation sanguine, il lance une attaque à plusieurs volets sur le corps. Les principaux composants sont souvent des hémotoxines, qui attaquent le système circulatoire. Ces toxines commencent à détruire les globules rouges, empêchant le sang de coaguler et causant des dommages catastrophiques à la paroi des vaisseaux sanguins. Cela entraîne des hémorragies internes et externes graves. Les effets immédiats au site de la morsure sont intenses et, honnêtement, assez terrifiants. Une douleur brûlante et atroce apparaît presque instantanément, bien au-delà de ce que de petites perforations laisseraient supposer. La zone commence à gonfler rapidement et de façon spectaculaire, alors que le liquide s'échappe des vaisseaux sanguins endommagés vers les tissus environnants. Ce gonflement peut se propager avec une vitesse alarmante, parfois englobant tout le membre en moins d'une heure. La peau se décolore, prenant des teintes sombres de bleu et de noir à mesure que le sang s'accumule sous la surface. C'est le venin qui dissout littéralement les tissus autour de la morsure. À mesure que le venin se propage dans le corps via le système lymphatique et la circulation sanguine, les effets systémiques commencent à se manifester. La victime peut ressentir des vertiges, des nausées et des vomissements. Une faiblesse musculaire, des frissons et un pouls rapide et faible sont courants. Dans les envenimations graves, en particulier celles causées par des espèces comme le serpent à sonnette du Mojave, qui peut avoir une puissante composante neurotoxique, le venin peut également attaquer le système nerveux. Cela peut entraîner une vision floue, des difficultés à parler et à avaler, une détresse respiratoire et finalement une paralysie complète du diaphragme, entraînant l'asphyxie. Sans une attention médicale rapide et appropriée, une morsure grave de serpent à sonnette est une urgence vitale. La destruction des tissus peut être si grave qu'elle nécessite une intervention chirurgicale ou peut entraîner la perte d'un membre. L'hémorragie interne et le choc peuvent entraîner une défaillance organique et la mort. C'est pourquoi le serpent à sonnette inspire un tel respect. C'est une créature qui porte la mort dans ses crocs, un chasseur silencieux dont le venin poursuit son œuvre cruelle longtemps après que le serpent lui-même ait disparu dans la poussière, un témoignage de l'efficacité létale des assassins cachés de la nature. Vous explorez un magnifique littoral, peut-être en Floride ou en Californie. Vous apercevez un coquillage magnifiquement orné, une petite forme de cône parfaite. Ramasser ce mollusque apparemment inoffensif pourrait être l'une des erreurs les plus dangereuses que vous ayez jamais commises. Ce n'est pas juste un joli coquillage, c'est un prédateur venimeux très évolué. C'est le cône, une créature qui a perfectionné ses techniques de chasse pour devenir l'un des assassins les plus efficaces de l'océan. Sa beauté est un signe avant-coureur, pas une invitation. C'est un prédateur armé d'un harpon biologique, une dent modifiée qu'il peut tirer à une vitesse incroyable. Le danger réside dans son puissant et complexe cocktail de venin, un mélange de centaines de composés différents. Lorsque ce harpon frappe, le venin agit instantanément. Examinons le mécanisme de chasse du cône. Il utilise une trompe contenant une dent en forme de harpon appelée radula. Quand une proie passe à proximité, l'escargot tire sa radula chargée de venin, empalant la victime. La dent barbelée reste logée, injectant continuellement des neurotoxines mortelles. Le venin est un cocktail complexe. Certaines toxines bloquent les canaux des cellules nerveuses, provoquant la paralysie. D'autres induisent un choc hypoglycémique. Pour les humains, une rencontre peut être catastrophique. Une piqûre peut sembler bénigne, mais des symptômes graves peuvent apparaître plus tard. Paralysie et difficultés respiratoires peuvent s'ensuivre. Dans les cas graves, une insuffisance respiratoire peut survenir. Il n'y a pas d'antivenin. Le traitement est symptomatique. C'est une course contre la montre face à une créature qui tient dans la main.
Le venin du cône est si puissant que les chercheurs étudient ces conotoxines pour développer de nouveaux types de médicaments, comme des analgésiques puissants et non addictifs. Ils sont également étudiés pour le traitement de maladies comme l'épilepsie, l'Alzheimer et le Parkinson. La substance même qui peut vous tuer dans la nature pourrait un jour vous sauver la vie à l'hôpital. Lorsque vous êtes sur la côte, regardez mais ne touchez pas. Admirez ces magnifiques coquillages à distance. Ne ramassez jamais un cône vivant. Il s'agit de respect pour l'environnement et les créatures qui y vivent. Le cône a développé son harpon venimeux par nécessité. Appréciez-le pour ce qu'il est, un sommet de l'évolution, un maître de la discrétion et un tueur silencieux. Nous passons du littoral ensoleillé à l'obscurité de votre propre maison. Vous êtes bien au chaud dans votre lit, profondément endormi et vulnérable. Au cœur de la nuit, un intrus silencieux entre, la punaise assassine. Elle est attirée par le dioxyde de carbone que vous expirez et la chaleur de votre corps. Son baiser n'est pas un signe d'affection, c'est une condamnation à mort potentielle. Ce parasite suceur de sang se nourrit de mammifères, y compris des humains, pendant leur sommeil. Il sort pour chasser, se déplaçant lentement, conçu pour ne pas déranger son hôte endormi. Le nom de punaise assassine vient de son habitude de mordre les gens au visage. Le véritable danger vient du parasite microscopique, Trypanosoma cruzi, que l'on trouve dans ses excréments. Se gratter la piqûre fait pénétrer le parasite dans la plaie, et c'est ainsi que l'infection commence. Une piqûre silencieuse suivie d'un acte inconscient d'autocontamination. Une fois que le parasite Trypanosoma cruzi pénètre dans votre circulation sanguine, il entame un voyage silencieux. C'est le début de la maladie de Chagas, souvent appelée le tueur silencieux car elle peut rester cachée pendant des années. Dans la phase initiale, les symptômes sont souvent légers, voire inexistants. Le parasite envahit les cellules du corps, en particulier les cellules musculaires et nerveuses, où il se multiplie avec une préférence pour le cœur et le système digestif. Vous continuez à vivre, tandis qu'une bombe à retardement tourne silencieusement à l'intérieur de vos organes les plus vitaux. Après la phase aiguë, la maladie entre dans sa phase chronique. Pour certains, la maladie se réveille des années plus tard, causant des dommages mortels. C'est alors que Chagas révèle sa vraie nature mortelle, entraînant une insuffisance cardiaque et des problèmes digestifs. Au moment où ces symptômes apparaissent, les dommages sont souvent irréversibles, résultant d'une seule piqûre des années auparavant. Historiquement, la maladie de Chagas était un problème dans les zones rurales d'Amérique latine. Mais les choses changent avec l'augmentation des voyages et des migrations. Les punaises assassines se trouvent maintenant dans toute la moitié sud des États-Unis. Nous devons être conscients que c'est maintenant un danger sur le sol américain. Il s'agit de sécuriser votre camp de base, votre maison. Bouchez toutes les fissures, utilisez des moustiquaires et gardez votre maison propre. Sachez à quoi ressemblent ces insectes. Ils sont généralement brun foncé ou noirs avec une forme plate et ovale. Si vous trouvez un insecte, ne l'écrasez pas. Au lieu de cela, capturez-le soigneusement et contactez votre service de santé local pour identification. La connaissance et la prudence sont vos boucliers contre cette menace silencieuse. Nous avons examiné les escargots venimeux et les insectes porteurs de maladies. Maintenant, considérons le cerf. Apparemment paisible, cet animal doux est statistiquement le plus mortel en Amérique. Le danger vient des collisions entre le monde naturel et nos routes. Les cerfs causent plus de décès que les ours, les pumas et les serpents réunis. L'arme n'est pas le cerf, mais le véhicule que vous conduisez. Ces collisions se produisent en une fraction de seconde, souvent avec des conséquences dévastatrices. Les cerfs ne comprennent pas les véhicules en excès de vitesse et souvent, ils se figent ou s'enfuient de manière imprévisible. Il y a plus d'1 million de collisions entre cerfs et véhicules chaque année, entraînant des blessures et des décès. Le doux symbole de la nature est aussi notre menace numéro 1 en matière de faune. Les cerfs sont plus actifs à l'aube et au crépuscule, lorsque la visibilité est faible.
Pendant la saison des amours, en octobre, novembre et décembre, les mâles sont obstinés et imprudents. Si vous voyez un cerf, ralentissez, car d'autres pourraient en suivre. Frapper un cerf à vitesse d'autoroute peut causer des dommages massifs au véhicule. L'impact peut briser le pare-brise. Si une collision est inévitable, freinez fermement et restez dans votre voie. Tenez fermement le volant et essayez de contrôler le véhicule après l'impact. Alors, comment survivre dans un paysage partagé avec ces tueurs involontaires? La règle numéro 1 est d'être vigilant et de ralentir, surtout dans les zones signalées par des panneaux de passage de cerfs. Réduire votre vitesse vous donne plus de temps pour réagir si un cerf apparaît. Gagner quelques minutes sur votre temps de trajet ne vaut jamais le risque de votre vie. Utilisez vos feux de route la nuit, lorsqu'il n'y a pas de circulation en sens inverse, peut augmenter considérablement vos chances d'apercevoir un cerf. Des choses comme les corridors phoniques, les passages supérieurs et inférieurs conçus pour que les animaux traversent les routes en toute sécurité peuvent faire une énorme différence. Il s'agit de reconnaître que nous avons construit notre monde sur le leur et d'assumer la responsabilité d'atténuer les conséquences mortelles. Nous devons trouver des moyens de coexister qui ne mettent pas constamment en péril les humains et la faune. Le cerf n'est pas un monstre. C'est un animal qui essaie de survivre dans un monde que nous avons radicalement et rapidement changé. C'est un test de notre capacité à adapter notre propre comportement, à conduire plus intelligemment et à partager le paysage avec les créatures qui étaient là bien avant nos routes. Ce respect est la clé de la survie. Nous pataugeons dans les eaux troubles du sud-est américain, patrie d'un survivant préhistorique. C'est le royaume de l'alligator d'Amérique, un prédateur alpha. Vous les verrez peut-être se prélasser, l'air paresseux, mais ne vous y trompez pas. Cette immobilité est une arme, une conservation d'énergie pour le moment explosif. Cette créature est une maîtresse de son environnement, un témoignage de la puissance brute de la nature. Ses yeux et ses narines sont positionnés pour rester presque complètement immergés. Il peut retenir son souffle pendant des heures, devenant juste une bûche de plus. Il attend le moment d'inattention de sa proie, une stratégie qui lui a bien servi depuis l'époque des dinosaures. Le chasseur patient est prêt à bondir avec une efficacité terrifiante. C'est un rappel que les menaces les plus dangereuses sont souvent invisibles. Quand le moment arrive, la transformation est à couper le souffle. De l'immobilité, l'alligator explose en action. En un clin d'œil, il jaillit de l'eau, propulsé par sa puissante queue. C'est un missile balistique de muscles et de dents. La frappe initiale étourdit sa proie, la traînant dans l'eau. La véritable arme vient ensuite, la fameuse roulade de la mort, une manœuvre conçue pour désorienter, noyer et démembrer sa victime. C'est une tactique qui fonctionne sur des animaux de toute taille. La lutte est brève, et puis la surface redevient calme. Il peut être l'incarnation du calme, puis en une fraction de seconde, il devient un vortex d'énergie indomptable. Cette capacité en fait un véritable prédateur alpha. L'alligator d'Amérique est bien plus qu'un simple prédateur. C'est une espèce clé de voûte, un ingénieur d'écosystème qui façonne le paysage même qu'il habite. Pendant la saison sèche, les alligators utilisent leurs museaux et leurs pattes pour creuser ce qu'on appelle des trous d'alligator. Ces dépressions retiennent l'eau après que les marais environnants se sont asséchés, créant des oasis vitales pour d'innombrables autres espèces. Poissons, tortues, oiseaux et insectes affluent tous vers ces refuges créés par les alligators pour survivre à la sécheresse. Dans un sens très réel, l'alligator devient un gardien de la vie dans le marais, offrant une bouée de sauvetage à toute la communauté. C'est un paradoxe fascinant. Le chasseur redoutable est aussi un pourvoyeur essentiel. Ces trous d'alligator sont un héritage transmis de génération en génération. Ils deviennent des centres de biodiversité, concentrant la vie dans un environnement autrement hostile. Cet acte d'ingénierie démontre les liens complexes au sein d'un écosystème. L'alligator ne se contente pas de prendre à son environnement, il contribue activement, créant stabilité et résilience. C'est un exemple puissant de la façon dont le rôle d'un grand prédateur n'est pas simplement de tuer, mais de maintenir l'équilibre.
En assurant la survie des créatures plus petites, l'alligator garantit sa propre source de nourriture pour l'avenir. C'est une stratégie à long terme, inscrite dans ses instincts mêmes. Ce rôle complexe souligne l'importance de respecter ces reptiles anciens. Bien qu'ils soient sans aucun doute dangereux et exigent notre prudence, leur présence est essentielle à la santé des zones humides. Ils sont un baromètre du bien-être de tout l'écosystème. Là où vous trouvez une population saine d'alligators, vous trouverez un environnement prospère et équilibré. Ce sont les rois et les reines de leur domaine, et leur règne, bien que parfois brutal, est finalement ce qui maintient le marais vivant et vibrant. Leur survie est intrinsèquement liée à la survie de la nature sauvage qu'ils appellent leur foyer. Ainsi, bien que nous nous concentrions à juste titre sur leur furtivité et leur puissance en tant que prédateurs d'embuscades, nous devons également apprécier leur rôle vital en tant que gardiens du marais. Ils sont un lien vivant avec un passé préhistorique, une créature qui a traversé des extinctions massives et des changements climatiques. Leur histoire est celle de la résilience, de l'adaptation et d'une profonde compréhension instinctive de leur monde. L'alligator d'Amérique est une véritable icône américaine, un symbole de l'esprit sauvage et indompté des zones humides. Il nous commande la peur, la prudence et surtout notre profond respect. Nous passons maintenant des vastes zones humides aux coins cachés de nos propres maisons. Ici, dans les espaces sombres et tranquilles, vit une créature qui incarne l'idée d'un tueur furtif, l'araignée recluse brune. Ce n'est pas un monstre qui vous traque, c'est une arachnide timide et non agressive qui ne veut rien avoir à faire avec nous. Son danger réside dans son secret. Elle prospère dans les endroits où nous regardons rarement, derrière les meubles, dans les placards encombrés, à l'intérieur de vieilles boîtes en carton ou au fond d'un tas de bois de chauffage. Son nom dit tout. Elle est brune et elle est recluse. Sa principale stratégie de survie est de rester invisible. La recluse brune est passée maître dans l'art de la dissimulation, son petit corps brun clair se fondant parfaitement dans les environnements poussiéreux et ombragés qu'elle préfère. Elle construit une toile irrégulière et désordonnée, non pas pour attraper des proies, mais comme refuge, un endroit pour se reposer pendant la journée. C'est une chasseuse nocturne, émergeant à la faveur de l'obscurité pour chercher de petits insectes pour ses repas. Le danger ne vient pas de la malice, mais d'un contact accidentel. C'est une créature qui mord par défense, pas par agressivité. Vous devenez une menace lorsque vous envahissez involontairement son espace personnel. La clé pour identifier une recluse brune, si jamais vous vous en approchez suffisamment, est la marque distinctive en forme de violon sur son céphalothorax, le manche du violon pointant vers son abdomen. Mais sa caractéristique la plus distinctive est ses yeux. Contrairement à la plupart des araignées qui ont 8 yeux, la recluse n'en a que 6, disposés en 3 paires. Ce détail subtil est un indice pour les experts, mais pour la plupart d'entre nous, c'est une créature qu'il vaut mieux observer de loin. Sa nature recluse signifie que vous pourriez vivre dans la même maison qu'elle pendant des années sans jamais savoir qu'elle est là. Une locataire silencieuse et invisible dans l'obscurité. C'est ce qui la rend si insidieuse. La menace ne vient pas d'une bête rôdante, mais d'un coin oublié de votre propre sanctuaire. C'est la chaussure que vous n'avez pas portée de toute la saison, la vieille couverture que vous sortez du fond du placard à linge, ou le gant que vous enfilez avant de faire du jardinage. Ce sont les champs de bataille où l'humain et la recluse se heurtent accidentellement. C'est un rappel frappant que le danger ne fugit pas toujours. Parfois, naître silencieusement dans l'obscurité, une petite créature discrète dont le seul souhait est d'être laissée tranquille. Quand une recluse brune mord, c'est souvent si subtil que la victime peut ne même pas le sentir au début. Il n'y a pas de douleur vive et brûlante comme une piqûre d'abeille. C'est une petite piqûre, presque insignifiante. Ce manque initial de sensation est trompeur, masquant le venin puissant qui vient d'être injecté. Les crocs de l'araignée sont minuscules, et la morsure elle-même est une mesure défensive de la dernière chance. Elle n'a aucune idée qu'elle mord un humain. Elle réagit simplement à la pression, au fait d'être piégée contre la peau par des vêtements ou une main égarée.
Le début tranquille de la rencontre dément la situation médicale grave qui peut suivre. Le venin de la recluse brune est nécrosant, ce qui signifie qu'il détruit les tissus. Il contient un cocktail complexe d'enzymes, la plus destructrice étant la sphingomyélinase D. Cette enzyme attaque les membranes cellulaires, déclenchant une cascade de destruction qui conduit à la mort des tissus, ou nécrose. En quelques heures, le site de la morsure peut devenir rouge, enflé et sensible. Une petite ampoule ou pustule se forme souvent au centre. C'est le premier signe visible que quelque chose ne va pas, le calme avant la tempête du plein effet du venin. C'est un poison à action lente et son travail dévastateur ne fait que commencer. Au cours des prochains jours, la situation peut s'aggraver de façon spectaculaire. L'ampoule centrale peut se rompre, révélant une plaie ulcérée qui s'agrandit. La peau environnante peut devenir d'un bleu foncé ou noir à mesure que le tissu meurt. Cette lésion nécrotique peut continuer à s'étendre, créant une plaie profonde et ouverte qui est lente à guérir et sujette aux infections secondaires. Dans les cas les plus graves, l'ulcère peut atteindre plusieurs centimètres de diamètre, laissant derrière lui une cicatrice importante et permanente. L'araignée est partie depuis longtemps, mais son venin continue son travail destructeur, un assaut silencieux et implacable sur les tissus du corps. Bien que la plupart des morsures se résolvent d'elles-mêmes avec des conséquences mineures, un petit pourcentage peut entraîner ces graves plaies nécrotiques. Dans de très rares cas, le venin peut provoquer une réaction systémique, entraînant fièvre, frissons, nausées et même insuffisance rénale. C'est pourquoi toute morsure suspecte de recluse brune doit être prise au sérieux et surveillée par un professionnel de la santé. C'est un puissant rappel que même les plus petites créatures peuvent porter une arme d'une puissance incroyable. La recluse silencieuse délivre une morsure qui peut laisser un impact durable et dévastateur. La clé pour éviter une rencontre dangereuse avec une recluse brune n'est pas de la chasser, mais de comprendre ses habitudes et de modifier les nôtres. La prévention est votre meilleure défense. Cela signifie être conscient de leurs habitats préférés. Nettoyer et désencombrer régulièrement les zones de stockage comme les sous-sols, les greniers et les placards est une première étape cruciale. Les araignées prospèrent dans le chaos non perturbé, donc en rangeant, vous supprimez leurs maisons potentielles. Sceller les fissures dans les fondations et autour des fenêtres et des portes peut également les empêcher d'entrer chez vous en premier lieu. Il s'agit de rendre votre espace moins accueillant pour ces envahisseurs timides. De simples changements dans les habitudes quotidiennes peuvent faire une énorme différence. Avant de mettre des chaussures qui ont traîné un moment, secouez-les vigoureusement. Il en va de même pour les vêtements qui ont été dans un tiroir ou sur le sol. Soyez prudent lorsque vous mettez la main dans des boîtes qui ont été entreposées ou lorsque vous ramassez du bois de chauffage. Portez des gants. Lorsque vous travaillez dans le jardin, le cabanon ou la pile de bois constitue une barrière essentielle entre votre peau et une araignée cachée. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de développer un sain sens de la conscience et de la prudence. Ce sont de petits rituels de sécurité qui peuvent éviter un monde de douleur. Si vous vivez dans une région connue pour les araignées recluses brunes, il est important d'être vigilant mais pas paranoïaque. Ces araignées ne sont pas agressives et ne vous chercheront pas. Presque toutes les morsures se produisent parce que l'araignée a été accidentellement piégée ou pressée contre la peau de quelqu'un. En comprenant cela, vous pouvez concentrer vos efforts sur la minimisation de ces rencontres accidentelles. Il s'agit de créer une zone tampon par la propreté et des habitudes prudentes. La connaissance de vos voisins à 8 pattes est votre outil le plus puissant pour coexister en toute sécurité avec eux. En fin de compte, vivre aux côtés de la recluse brune est une leçon de respect des coins cachés de notre monde. Cela nous force à être plus attentifs à notre environnement, même dans la sécurité supposée de nos propres maisons. C'est un témoignage du fait que la nature sauvage n'est pas seulement là-bas dans les jungles et les déserts, elle peut être dans l'espace poussiéreux derrière votre bibliothèque. En prenant des précautions simples et de bon sens, vous pouvez réduire considérablement le risque de morsure et vivre paisiblement avec l'une des créatures les plus incomprises et les plus discrètes d'Amérique.
Nous avons voyagé des marécages troubles jusqu'aux recoins poussiéreux de nos propres maisons, découvrant les secrets des tueurs furtifs les plus efficaces d'Amérique. Nous avons vu que les menaces les plus mortelles ne sont pas toujours celles qui ont les plus grandes dents ou le rugissement le plus fort. La patience silencieuse de l'alligator, tapie juste sous la surface de l'eau, nous enseigne que le danger porte souvent un manteau d'immobilité. La discrète et inoffensive recluse brune nous rappelle qu'une menace puissante peut être incroyablement petite et vivre juste à côté de nous, cachée de la vue. Le vrai danger est souvent trompeur, et la survie dépend de notre capacité à regarder au-delà de l'évidence. Le véritable enseignement de notre voyage n'est pas la peur, mais le respect. C'est un profond respect pour les incroyables adaptations qui permettent à ces créatures de prospérer. Qu'il s'agisse de la stratégie d'embuscade de l'alligator, perfectionnée au fil de millions d'années, ou du venin défensif de la recluse, chaque animal est un maître de son propre jeu de survie. Cette prise de conscience devrait changer notre façon de nous déplacer dans le monde. Elle nous encourage à être plus présents, plus observateurs et plus prudents. Il s'agit de comprendre que nous partageons cette planète avec des millions d'autres espèces, chacune avec son propre mode de vie, et que nous sommes des visiteurs sur leur territoire. Ce respect et cette conscience sont nos meilleurs outils pour rester en sécurité. Lorsque vous marchez en pleine nature, vous marchez avec la connaissance. Vous savez où poser le pied, être prudent au bord de l'eau et vérifier votre équipement avant de l'utiliser. Il ne s'agit pas de limiter nos aventures, il s'agit de les enrichir d'une compréhension plus profonde du monde naturel. Chaque créature a un rôle à jouer, une histoire à raconter. En écoutant ces histoires, en apprenant leurs habitudes, nous pouvons coexister en toute sécurité et apprécier la nature pour ce qu'elle est vraiment. Magnifique, complexe et digne de notre plus grand respect. Alors que nous terminons notre exploration de ces tueurs furtifs, l'aventure commence vraiment pour vous. Il est temps de regarder le monde avec de nouveaux yeux, d'apprécier les drames cachés qui se déroulent tout autour de nous. La nature est pleine de surprises, et plus nous apprenons, plus nous réalisons tout ce qu'il reste à découvrir. Continuez d'explorer, restez curieux, et toujours respecter la nature. Lequel de ces tueurs furtifs vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sauvages.